Caravane des droits paysans et du monde rural, et si nous prenions la route ensemble? « 8 juillet 2021, Isère, congrès de la Confédération paysanne, les pérégrinations de la Caravane des droits paysans et du monde rural commencent. 4 militantes du comité Solidarité Paysanne Internationale ou de la Confédération paysanne prennent la route pour faire connaître la Déclaration des droits des paysans et paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Leur lutte s'était essaimée. De la Bretagne à Marseille en passant par Ivry, des collectifs s'organisent et proposent, entre projections, banquets paysans et tables rondes, de prendre le temps de s'interroger sur les leviers que peuvent représenter l'agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire pour construire une alternative à l'ordre néolibéral. Mais une déclaration des droits paysans, pourquoi et pour qui? Céline Zopello de l'Organisation des droits humains FIAN nous propose un voyage sur les ondes pour réfléchir aux enjeux liés à ce texte. Notre route croisera celle de Gérard Brisset, paysan à la retraite, de Morgane Large, journaliste et spécialiste des questions agroalimentaires, et d'Olivier Clisson, paysan boulanger. Et si nous faisions de la Déclaration des droits des paysans et paysannes un outil de lutte commun? Je m'appelle Céline Zopello. FIAN, c'est une organisation internationale des droits humains qui est née en 86 et qui a accompagné les luttes paysannes dans différents pays, notamment sur les questions de réforme agraire. Donc la déclaration, elle a commencé dans les années 90 avec toutes les politiques de néolibéralisation. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une envie de créer la Via Campesina, qui est un syndicat international des paysans et des paysannes, qui a été créé en 93, si je ne me trompe pas. Et il y a eu une première version de cette déclaration qui est née du syndicat indonésien. Et ils ont soumis cette déclaration au congrès international de la Via Campesina en 2003 et que ça a fait écho. On se rend compte qu'en fait les paysans, les paysannes étaient discriminés à travers le monde, dans différents pays, et qu'il y a eu besoin d'un outil de protection internationale. Et après ça, donc, le partenariat avec FIAN et le CETIM, qui est une autre organisation des droits de l'homme, qui avait un rôle consultatif aux Nations Unies, et ont mené des enquêtes pour documenter les cas de violation dans les communautés paysannes. Et en 2008, avec la crise alimentaire, il y a eu un peu ce déclic de oui, les paysans et les paysannes peuvent vraiment être des acteurs, des actrices pour mettre en place une politique agricole et alimentaire. En tout cas pour participer, répondre à cette question de la faim dans le monde. Et donc à ce moment-là, le sujet est rentré aux Nations Unies. Et en 2012, un groupe de travail intergouvernemental a été créé avec à sa tête la Bolivie. Et en 2018, la déclaration a été adoptée. Sur notre route, nous avons rencontré Gérard Brisset, paysan à la retraite et ancien président de la FR-CIPAM Bretagne. Il nous a fait part de ses réflexions autour des représentations du monde paysan, à partir de l'exemple du retour à l'herbe pour les ruminants. Comme ça a milité du temps des paysans travailleurs déjà, même si j'ai toujours adhéré aux analyses socio-économiques de mon syndicat, ça il n'y a pas de problème, mais j'ai toujours pensé qu'en plus il y avait quand même un facteur culturel qui est important. Et quand on a mis en place le système herbe par exemple, ce qui m'a toujours frappé et ce qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi, alors qu'on arrive à prouver que les résultats économiques sont bons, quand je dis économique, c'est en termes de revenus, mais aussi en termes de conditions de travail, et aussi en termes de sécurité du revenu, pourquoi nos systèmes ne prennent pas plus? Voilà. Et notamment chez les jeunes en école d'agriculture, les fils de paysans, de voir une espèce de refus, en fait, quoi, qui ne peut pas s'expliquer de manière concrète, matérielle. Voilà. Je crois qu'il faut être fier d'être paysan. Je pense qu'au départ, il y a une question culturelle, c'est-à-dire que il y a 50 ans, il ne fallait pas être plouc. Voilà, parce que t'es plouc, c'est vraiment le dernier, quoi. Mais je crois que quand tu es fier d'être paysan, tu n'as pas besoin de prouver
avec un gros tracteur, avec un grand bâtiment qui fait 500 mètres carrés, où il y a plein d'ordinateurs, etc. Pour être fier de ce que tu fais, quoi. Retrouver la fierté paysanne, mais être paysan, être paysanne, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour reconnaître que c'est un groupe social spécifique. Céline Zopello, de l'Organisation des droits humains FIAN. Qui a besoin d'une protection adaptée, parce que c'était un des arguments en fait, que c'était un groupe à part entière et qui avait besoin d'un autre instrument que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc l'article 1 affirme ça, en disant que oui, c'est un groupe qui est discriminé dans son ensemble. 80% des personnes qui souffrent de la faim sont des paysans ou des paysannes. Donc c'est une vraie reconnaissance du rôle alimentaire que jouent les paysans, et aussi un rôle social de biodiversité, de lien à la terre. C'est bien affirmé qu'il doit y avoir un lien de rattachement particulier avec la terre. Et c'est pas juste un outil de travail en fait, la terre. C'est pas juste un métier comme d'autres métiers, mais là c'est vraiment leur identité. Donc c'est vrai que c'est un gain considérable, déjà que pour moi c'est une révolution culturelle d'avoir reconnu cette identité paysanne. Au-delà de la reconnaissance de l'identité paysanne, Céline Zopello propose un panorama des 22 droits énoncés dans cette déclaration, issue des revendications de la Via Campesina et de ses alliés. Et après, au niveau de rentrer spécifiquement dans le contenu, sur le droit à la terre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de propriété individuelle, propriété privée, qui est un peu re-questionnée. On parle beaucoup du droit d'usage, du droit d'utilisation collective. Donc ça, c'est intéressant dans cette question. Et on réaffirme la fonction sociale de la terre. Donc je l'expliquais un petit peu en introduction, que la terre, c'est pas juste pour produire, c'est pas un outil de travail, c'est au-delà de ça, c'est aussi un territoire, c'est aussi une biodiversité, un lieu d'habitation aussi. En Bretagne, on s'est même payé le luxe d'avoir un schéma directeur qui en gros va donner des grandes orientations pour l'attribution des terres, qui va même contre l'installation. Olivier Clisson, paysan boulanger à Parthenay de Bretagne. On a mis une règle de priorité qui était depuis les lois agricoles françaises de l'installation en priorité. Ils ont même enlevé ça pour mettre la proximité comme règle de priorité, donc en gros l'agrandissement. Parce qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir 100 hectares, 200 hectares, les parcelles bordantes, ça commence à faire une sacrée surface, quoi. Toi, par exemple, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de difficultés? En 2018, à peu près 10 ans après être installé, sur ma commune, donc à 2 km, se libèrent 53 hectares d'un agriculteur qui part à la retraite. Et sur les 53 hectares, donc moi j'en avais 12 à l'époque, j'ai demandé, pour être tranquille, sachant qu'il y avait une zone un peu humide que j'aurais pas pu cultiver, bref, j'ai demandé une douzaine d'hectares dans le dossier à la SAFER. Il y a toute une série d'enchaînements, mais au final, j'en ai obtenu, donc sur les 53, je n'ai obtenu que 6,5. Et c'est quand même, ça pose question, donc rien qu'en termes de répartition, richesse, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent les moyens de production, j'étais en concurrence avec un éleveur de porc qui avait déjà 105 hectares. Sous l'argument fallacieux de reprendre le bâtiment du cédant, que moi je voulais pas évidemment, on allait lui donner une priorité. Or les questions de terre et d'usage de la terre là, il n'est pas question de garantir au Crédit Agricole ses actifs. Parce qu'en fait le débat c'était ça au final. Si on n'attribuait pas les terres à quelqu'un qui en même temps reprenait le bâtiment, au Crédit Agricole il faisait une croix sur son actif. Parce qu'évidemment l'agriculteur qui arrive à la retraite, il n'a pas fini de payer son bâtiment. Mais pourquoi nous, en tant que collectivité, en tant qu'ensemble de citoyens, on doit définir des règles publiques qui vont favoriser telle ou telle banque. Tout ça pour maintenir un système dont on sait qui pollue, qui tue nos enfants. Là, il y a un véritable problème démocratique. Le grand paradoxe, c'est lorsqu'on met en parallèle les difficultés d'accès à la terre et la projection selon laquelle d'ici 2026, 45% des agriculteurs et agricultrices vont cesser leur activité. Malgré les mots sur le papier, dans les missions de la SAFER, qui est l'organisme public qui
gère les attributions lors de cessions de terre. Malgré que dans ces missions, il y ait l'installation, en fait, il y a tout un tas de contraintes, de critères qui font que, au final, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, quoi. Sur Rennes Métropole, j'avais fait le calcul, on a 75% du territoire qui est la terre agricole, la SAU, ce qu'on appelle, surface agricole utile. Et en fait, les attributions de ces terres quand elles se libèrent, donc de l'avenir de ces terres, de l'usage de ces terres, notamment entre un usage conventionnel ou un usage en bio, ne sont décidées que par les représentants de la profession en place. Or, l'usage qui va être fait de cette terre-là, à la fois par l'air, c'est que les pesticides s'évaporent énormément, et puis en dessous c'est l'eau, quoi. Quand enfin ça arrive sur le sol, il y a énormément d'infiltration, et ça se retrouve dans l'eau que boit l'ensemble des habitants du territoire, quoi. Donc voilà, 75% du territoire a des usages qui impactent tout le monde. L'avenir de ça n'est décidé que par 0,2% de la population, quoi. Ce qu'on comprend à travers les propos d'Olivier, c'est bien cette interconnexion qu'on retrouve entre réforme agraire et souveraineté alimentaire. Au niveau de la souveraineté alimentaire, donc il y a une perte, ça n'a pas été un droit à part entière, c'est un article combiné au droit à l'alimentation. Mais par contre, il y a eu le droit de définir un modèle agricole qui convenait aux paysans et aux paysannes. Donc ça c'est intéressant et ça a été combiné avec l'article du droit à la participation, comme quoi les communautés paysannes pouvaient participer aux prises de décision. Voilà, donc il y a eu des pertes parce que oui, ils ne peuvent pas rejeter le modèle agricole dominant, mais ils peuvent quand même participer aux prises de décision, ils peuvent être quand même inclus dans ce processus. Escale musicale avec Enpel Sarmiento et Inés Osinaga à l'occasion de la 7e conférence de la Via Campesina. Mundua dute trabatu, nekazarion bizi modua, ez zaigu gutxi kaltetu. Gauzak hobeto egin ezean bizi ere, ozta atzoko aziek, gaurko frituak, gaurko aziek, biharko guzta. Bilduko dugu onura, landatuz gero berdintasuna, zabalduko da kultura, derontza lana, derontza jana, derontza taska, tasuna, derontza taska, tasuna, erenez gero elkartasuna, bilduko dugu onura, landatuz gero berdintasuna, zabalduko da kultura, derontza lana, derontza jana. Retour avec Céline Zopello pour décortiquer ensemble le contenu de la Déclaration des droits des paysans et paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Il y a une partie sur les droits civils et politiques, donc ça pourrait être le droit à la participation, le droit à l'information, à la sécurité sociale, et des droits qu'on appelle sociaux, économiques et culturels, comme le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, le droit aux semences, voilà un petit peu le contenu. Droit à l'information. Morgane Large, journaliste et spécialiste des questions agricoles en Bretagne, s'est proposé de nous en toucher deux mots. Il faut savoir que la presse agricole en France aujourd'hui, elle est aux mains des grands groupes ou des chambres d'agriculture. Il y a un journal national qui s'appelle La France agricole qui appartient au groupe Avril. Le groupe Avril, c'est un des groupes les plus puissants dans les oléagineux, les huiles, les colzas, les tournesols. Il y a des organes de presse qui sont aux mains des chambres d'agriculture. C'est tous les réseaux de terrain et on sait bien que les chambres d'agriculture en France, elles sont aux mains du syndicat majoritaire, la FNSEA. Et puis il y a d'autres organes de presse qui sont détenus par des grands groupes, mais en copropriété. Ça peut être par exemple le Paysan breton que je connais bien, puisque moi je suis bretonne, qui est détenu par la plus grosse coopérative bretonne, Eureden, mais aussi le Crédit Mutuel de Bretagne
et Groupama. Donc voilà, dans ces journaux, on voit que déjà les journalistes ils viennent pour la plupart du monde des firmes. Ils ont fait de la communication avant et la frontière entre le journalisme et la communication est extrêmement poreuse dans ces journaux. Ils donnent une image de l'agriculture qui est extrêmement positive, une image de l'agriculture de la technologie, de l'agriculture connectée, enfin tout est pour le progrès, tout est pour la croissance, tout est aussi pour promouvoir une agriculture qui va être forte à l'export. Que se passe-t-il quand des journalistes comme toi essaient de remettre en cause ce système ? Eh bien, on s'expose à des pressions. Ça peut être des procès bâillons. Inès Leroux en est un exemple très intéressant. Inès Leroux qui a parlé des algues vertes dans sa bande dessinée, mais qui a aussi fait d'autres articles sur des patrons de l'agroalimentaire. Elle a eu à 2 reprises des procès en diffamation pour lesquels les gens qui l'attaquaient en diffamation ont retiré leur plainte quelques jours avant le procès. Ça sert à quoi de faire un procès bâillon à un journaliste ? Eh bien, le journaliste, pendant 1 an, il va être obligé de préparer sa défense. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas, ou il travaille mal, ou il travaille moins. Donc, il se précarise. Ensuite, pour préparer cette défense, il va être obligé de donner énormément d'infos à la partie adverse. Des infos sur sa vie privée, des infos sur son travail, des infos sur son lieu de résidence. Enfin, tout ça est extrêmement fragilisant. Et voilà, ces pressions-là, elles sont assez inadmissibles et les pressions, elles s'exercent sans aucun doute. Il y a une phrase de Bourdieu que j'aime bien. Gérard Brisset, paysan à la retraite. Qui dit les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. C'est une partie de ce qui dit qui concerne les paysans. Comme les autres classes populaires, la classe paysanne, elle est parlée par les autres. La parole des paysans, elle est portée par des... Elle n'est pas portée par les paysans, en fait. Elle est portée par la FNSEA, qui ne représente pas les paysans, qui représente l'agro-industrie. Et autrement, effectivement, on peut trouver quelques voix ici ou là, côté Confédération paysanne, ou quelques éléments personnels par-ci par-là, mais grosso modo, on parle des paysans à la télé, dans les journaux, etc. Et c'est toujours des journalistes, des spécialistes, des sociologues, etc. Elle n'est pas audible, la parole des paysans. La particularité de cette déclaration, c'est que justement, parce qu'elle est le fruit d'années de lutte de la Via Campesina, elle est l'écho des revendications paysannes. Mais que faire de ce texte et comment peut-il servir réellement nos luttes paysannes ? Cette déclaration, c'est pas une convention, c'est pas un outil contraignant, mais malgré tout, les États se sont mis d'accord sur le contenu, tout le vocabulaire juridique a été accepté et validé par les paysans et les paysannes. Il y a quand même des obligations des États qui est affirmé dans cette déclaration, donc le droit de protéger, de respecter, de réguler les acteurs non étatiques, donc la mise en œuvre de la politique agricole et alimentaire. Donc ça c'est intéressant parce que ça peut servir d'instrument de référence pour écrire des politiques, des lois au niveau national, pour s'appuyer dessus en tant qu'argumentaire aussi. Voilà, en fait, c'est ça la définition officielle qui a été votée aux Nations Unies et elle est légitime parce qu'elle était portée par les paysans et les paysannes. Donc je pense que c'est un outil qui a vocation à être traduite dans les législations nationales et à vraiment être connue pour qu'elle prenne tout son sens et qu'on s'appuie dessus en termes d'argumentation. Et comme voilà, ce qui est important, c'est que cette déclaration réaffirme la primauté des droits de l'homme avant le droit à la propriété privée et aux accords commerciaux. Donc ça, c'est quand même une révolution culturelle. Et c'est un outil qui est intéressant. Si le chemin s'arrête pour aujourd'hui, la caravane des droits paysans et du monde rural, elle, poursuit sa route vers d'autres lieux et d'autres rencontres pour ensemble continuer à cultiver nos droits. Un grand
grand merci à Céline, Gérard, Olivier et Morgane, et à toutes celles et ceux qui ont construit le visage de la caravane. Podcast réalisé dans le cadre de la caravane bretonne des droits paysans, musique Spark de Vexento et percussions de Bernard Boitier.